Dan Wismut, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Dan. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur de cabinet du président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan. Et nous nous sommes rencontrés hier à la manifestation des habitants juifs de Judée-Samarie, une manifestation au cours de laquelle on a vu s'exprimer une véritable colère dirigée essentiellement contre le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Quelle est l'origine de cette colère? On comprend bien entendu que ce sont les derniers attentats. Est-ce qu'il y a une remise en cause au niveau de la sécurité? Est-ce qu'il y a des craintes? Quels sont les sentiments qui dominent ce matin dans la population de Judée et de Samarie? Vous l'avez très bien défini, c'est d'abord une colère, pas une crainte, parce que nous sommes très très confiants en notre armée, en Dieu. Nous n'avons pas de problème de ce côté-là. Le problème, il est plutôt au niveau de ceux qui doivent prendre des décisions. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement, pour nous, idéal, de droite, mais on reçoit en fait une politique de la sécurité de gauche. Il y a même, je dirais, de l'extrême gauche, comme Meretz. Et c'est ça qui nous met en colère. Pourquoi? Parce qu'on a les moyens d'arrêter cette terreur-là. Et c'est ça qui nous rend très très coléreux ces derniers jours, parce que ça se passe assez souvent. Et il y a beaucoup de choses telles que je peux vous, si on a le temps, je peux vous détailler les choses que l'on peut faire, parce qu'on sait... Alors, avant de détailler, Dan, les choses que l'on peut faire, je voulais revenir sur un point, parce que on a beaucoup parlé ces derniers jours de ce sentiment d'insécurité, de ces attentats qui sont multipliés, hein, sur cette route 60, cette route qui traverse la Samarie, ou qui traverse la Judée et la Samarie. Mais les habitants juifs, lorsqu'on leur parle, on a parlé tout à l'heure avec Daniel Lévy, affirment que ça fait déjà de nombreux mois, pour ne pas dire plus, qu'il y a une recrudescence de ces types d'attentats, mais ça n'arrive pas jusqu'aux médias parce que souvent, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de conséquences dramatiques, c'est vrai? Exactement, tout à fait, c'est tout à fait vrai. Pour la bonne raison que, bien entendu, les terroristes reçoivent beaucoup d'envie de continuer ces choses-là, parce qu'il se passe aussi dans la bande de Gaza, dans la région qui est autour de Gaza. C'est le même principe, c'est-à-dire que au lieu d'empêcher ces choses-là, on les laisse faire, comme on dit en hébreu, la achala, c'est-à-dire de laisser passer les choses de telle façon que ça va se faire de soi-même. Mais c'est une erreur, parce que ces gens-là ne comprennent pas ce langage-là. Et nous sommes en colère parce que justement, on a les moyens, encore une fois, et vous l'avez très bien dit, il y a beaucoup, rien qu'hier soir, peut-être vous ne le savez certainement pas, dans un petit village qui s'appelle Migdalim, et dans la route qui mène du carrefour jusqu'au village, il y a eu des cocktails Molotov qui ont été jetés. Vous savez ce que c'est des cocktails Molotov? Ça peut tuer. Grâce à Dieu, il n'y a rien eu. Mais ça n'a pas été parlé du tout dans les informations. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui se passe dans ce coin perdu d'Israël qui s'appelle le Shomron. Et c'est ça qui nous met en colère. C'est une chose qui est évitable tout à fait. Alors cette colère, elle est dirigée vers Binyamin Netanyahou, qui est Premier ministre et ministre de la Défense, ou aussi vers l'armée, parce que l'armée, elle a une certaine responsabilité dans ce qui se passe, dans le climat qu'elle instaure, dans la riposte qu'elle peut mener contre des attentats. Est-ce que l'armée n'est pas responsable à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'armée reçoit des directives. En fonction de ces directives, elle parle. On parle beaucoup avec les généraux, avec les responsables militaires dans notre région. C'est des gens très responsables, qu'on aime et qui nous aiment, qui font ce qu'il faut. Mais seulement eux-mêmes, ils nous le disent. Ils nous le disent. Il y avait des fois où on nous a dit parlez avec le gouvernement, dites-leur de nous libérer, dites-leur de nous laisser faire les choses qu'on peut faire. Ils ne peuvent pas les faire. N'oubliez pas que l'armée est sous le ministre de la Défense, qui est actuellement aussi le ministre des Affaires étrangères, qui est aussi le Premier ministre, etc., etc. Je ne suis pas certain que M. Bibi Netanyahou, tout réussi qu'il soit, a la possibilité de réunir autant de ministères sous sa responsabilité comme il faut. Il faut un ministre de la Défense qui soit un ministre de la Défense de droite, qui s'occupe de ce gouvernement, a été élu par nous. C'est-à-dire, entre autres, les gens des implantations, comme on les appelle. Et ces gens-là attendent de ce gouvernement qu'il fasse cette politique-là. Ils ne le font pas actuellement. Et on aime beaucoup M. Netanyahou, mais dans ce cas-là, il ne fait pas ce qu'il doit faire. Et c'est pour ça qu'on est venu manifester hier, et qu'on va manifester aussi dimanche devant le gouvernement.
Est-ce que vous pensez finalement que cela peut aller plus loin? C'est-à-dire, est-ce que des dirigeants comme Yossi Dagan, les responsables des conseils de localité de Judée de Samarie, vont faire pression, par exemple, sur Naftali Bennett, qui lui-même aurait voulu être ministre de la Défense pour mener une politique plus musclée, mais qui affirme que qui est obligé de suivre la politique de Binyamin Netanyahou? Est-ce que cela peut aller jusqu'à la démission de Bennett et provoquer donc des élections anticipées? D'abord, je peux vous le confirmer, pas officiellement parce que je ne suis pas officiel, mais je peux vous confirmer officieusement que déjà monsieur Uri Ariel du Beit Yehudi, qui en fait une partie du Beit Yehudi qui s'appelle Ichud Leomi, et monsieur Smotrich ont dit que s'il n'y a pas des améliorations dans ce côté-là, suite à notre, Kamouvan, bien entendu, manifestation d'hier, mais aussi des pourparlers qu'on a avec eux, et monsieur Bennett est aussi partie de ces pourparlers. Monsieur Bennett n'est pas venu hier, mais il va venir, si Dieu veut, la semaine prochaine aussi pour montrer son attachement à ce qui se passe là, et il est contre cela. Il l'a dit assez souvent au niveau de la bande de Gaza, au niveau de la Judée de Samarie. C'est-à-dire que c'est très possible qu'à cause de ça, le parti de Beit Yehudi quitte le gouvernement. C'est aussi possible. On l'a dit à monsieur Netanyahou, et on essaye, je suppose qu'il va y avoir aussi une rencontre avec lui la semaine prochaine. À ce niveau-là, c'est certain que ça va jouer sur la politique intérieure aussi. Alors, vous avez parlé de mesures. Quelles sont, à votre avis, les mesures et sécuritaires et on va dire politiques que Binyamin Netanyahou doit prendre pour restaurer le calme? D'abord, très simplement, passer de la défense à l'attaque. On est en train de se défendre sans arrêt, de mettre encore des abris, de mettre encore toute forme de défense au lieu d'attaquer. Il faut aller, comme a été fait la nuit dernière à Ramallah, il faut aller sur place, il faut traquer les terroristes qui veulent ça. Il faut traquer aussi les têtes de ces terroristes, parce que aussi, quand les gens de Gaza et les gens de la Moukata à Ramallah, monsieur Abou Mazen et tout ça, lancent ces choses-là, ou leur donnent de l'argent, ou les forcent à faire ces choses-là, ça ne fait qu'augmenter ces choses-là. Donc d'abord, passer de la défense à l'attaque. Que l'armée puisse rentrer et commencer à s'occuper de ça. Elle l'a fait, mais elle l'a fait tout à fait ponctuellement. Et c'est pas une chose qu'il faut faire ponctuelle. Il faut que eux, pendant que nos gens à nous se cachent dans les différents abris pour se protéger, il faut qu'eux aussi se cachent. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est fermer les routes qui ne doivent pas être ouvertes aux Arabes sur certains endroits. Ils ont des alternatives. Ils peuvent rouler dans tout le pays comme ils veulent. Nous, non. Et c'est l'endroit où les seuls où on peut rouler, ça a été démontré. Par exemple, la route qui se trouve du carrefour de Tzomet Asaf jusqu'à Ramallah, c'est une route qui était fermée il y a très longtemps. Depuis qu'elle a été ouverte, il y a eu des attentats. Si vous prenez le même cas à Elon Moré... Elle était fermée aux Palestiniens. Elle était fermée aux Palestiniens, bien sûr. Et prenez l'exemple de Elon Moré. Suite à beaucoup d'attentats qu'il y a eu, on a demandé à l'armée de fermer. Ça a été fermé. Depuis, grâce à Dieu, cette route-là n'a pas eu un seul attentat. Pourquoi? Parce que tout de suite, on peut les repérer, ces gens-là. Ah, c'est la deuxième chose. La troisième chose, vous avez dit au niveau politique, je l'appelle au niveau sioniste, c'est créer des nouvelles implantations. Il y a une demande immense. Vous savez peut-être pas que la Samarie, actuellement, a une augmentation de la population de 10% par an, alors que tout le pays a atteint les 2%, 2% et demi. Dans la Samarie, les gens veulent venir habiter, c'est-à-dire c'est pas seulement des choses qui sont des implantations comme on les appelle. Les gens veulent venir vivre, il y a un intérêt aussi pour eux à venir vivre. Et ces choses-là, on ne les permet pas. On maintient un sorte de blocus sur la construction. Ça doit être des constructions de maisons, ça doit être des constructions de régions industrielles, entre parenthèses, dans la région industrielle de Barkhane, où il y a eu l'attentat. Si vous le savez ou vous ne savez pas, il y a 4000 Palestiniens qui travaillent avec 4000 Juifs. C'est-à-dire qu'il y a comment vous appelez ça, une coexistence. Une coexistence de facto. C'est-à-dire qu'on le fait. Et des gens, les Européens, les Américains, des sénateurs sont venus voir ça. Et on dit, il faut continuer ça. Monsieur Barkat, qui était maire de Jérusalem, va faire un tour aux États-Unis pour lancer ces choses-là, ces régions industrielles. Mais le gouvernement ne nous permet pas de construire. Hier, monsieur Netanyahou a dit, voilà, on va construire un nouveau région industrielle à Avnei Hefetz, par exemple. Eh ben, c'est une chose qu'il nous a déjà dit il y a 3 fois. C'est-à-dire que toutes les promesses ne sont pas tenues. Bon, exactement, elles sont tenues, vous savez, pour faire calmer les gens, et après on continue, on oublie 80% de ces promesses-là. C'est pas une façon de faire, il faut que le gouvernement dirige, c'est-à-dire qu'il fasse ce qu'il a promis, qu'il fasse la politique pour laquelle il a été choisi. Sinon, écoutez, je ne veux pas dire ce qui se passera.
Eh bien, Dan Bismuth, merci beaucoup d'avoir réagi ce matin à ces développements, on va dire, très tragiques. L'attentat d'hier à Givat Asaf et également cet attentat qui fait suite aussi à l'attentat devant la localité d'Ofra en début de semaine, donc une semaine douloureuse donc une colère exprimée par les habitants juifs de Judée et de Samarie hier soir en particulier devant la résidence du Premier ministre. Merci Dan Bismuth. Si vous permettez, je voudrais juste lancer un appel pour me recueillir avec les familles qui ont perdu leur chair et souhaiter rapidement une convalescence rapide pour tous ceux qui ont été blessés, si Dieu veut. Merci beaucoup, merci Dan Bismuth. On espère se parler dans des circonstances plus réjouissantes. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et Shabbat Shalom. Si Dieu veut, Shabbat Shalom, Daniel. Voilà, nous allons presque sans transition approcher, nous n'approchons pas encore de la fin de cette heure d'actualité, mais nous allons vous diffuser dans quelques instants un témoignage que nous avons recueilli hier du professeur Patrice Mimouni. Le professeur Patrice Mimouni est le directeur du département des soins intensifs des prématurés à l'hôpital Shaare Zedek à Jérusalem. Et à ce titre, c'est lui qui, bien entendu, a soigné au cours, lui et son équipe, a soigné au cours des derniers jours, en début de semaine, le bébé Amiad Israël qui est né dans des circonstances tragiques, le bébé de Shira et d'Amichai Ishran qui est né dans des circonstances tragiques dimanche soir après que sa mère ait été très grièvement blessée et perdu beaucoup de sang lors de l'attentat à Dofra, et qui est mort également dans des circonstances tragiques prématurément aussi, bien entendu, après 3 jours après que les médecins aient lutté pour le sauver. Je vous propose d'écouter le témoignage qu'il nous a livré hier.